Bonjour et bienvenue pour la 10e émission du Grand Rebond. L'effondrement de la biodiversité, le réchauffement climatique et la dégradation vertigineuse des écosystèmes provoquent des coûts humains et financiers de plus en plus importants. La prise de conscience du grand public et les avertissements fréquents des scientifiques nous rappellent à présent au quotidien que la course contre la montre ne va cesser de s'accélérer. La mobilisation grandissante des consommateurs et les transformations amorcées des acteurs économiques seront-elles suffisantes pour inverser les courbes, ou bien faut-il se préparer à des changements brutaux, et avec quelle violence et à quelle échéance? Les interrogations sont nombreuses, et bien que nous n'ayons à ce jour que peu de réponses, nous allons aujourd'hui chercher à comprendre et prendre la mesure de la situation avec l'invité du jour, Arthur Keller, chercheur indépendant, expert de l'anticipation des risques systémiques et des stratégies de résilience. Puis Pierre Quintard nous apportera son témoignage en tant que président de l'Institut Jane Goodall France. Et en troisième partie, nous recevrons Nathalie Boyer, directrice générale de l'association Auré, pour évoquer les outils mis à la disposition des entreprises permettant de faciliter la transformation en matière de développement durable. Bonjour Arthur. Bonjour Mickaël. Merci d'être avec nous. Je vais te présenter rapidement. En tant que chercheur indépendant et ingénieur de formation, tu as développé une expertise de l'anticipation des risques systémiques et des stratégies de résilience des systèmes socio-environnementaux. Tu es également spécialiste de la construction de récits comme levier de massification des changements de comportement et penseur de la transformation sociétale vers des sociétés viables, et notamment par les transitions territoriales. Aujourd'hui, en faisant de la systémique et de la prospective stratégique, tu travailles sur la réinvention des notions de progrès, d'innovation et de durabilité. Tu interviens régulièrement comme conférencier ou encore comme consultant auprès d'institutions et collectivités publiques. Tu es également formateur pour des élus et par ailleurs, tu enseignes dans plusieurs grandes écoles. Et en tant qu'auteur, tu contribues régulièrement à des tribunes ou à la rédaction d'articles. Et récemment, tu as participé à 2 ouvrages collaboratifs. Un premier ouvrage qui s'intitule Collapsus, coordonné par Laurent Testo, réunissant plus de 38 spécialistes qui font un état des lieux du système humanité-Terre. Et un deuxième ouvrage, L'effondrement de l'Empire humain, de Manon Comaret et Pierrot Pantel, qui ont mené un certain nombre d'entretiens partant du constat qu'en quelques années, l'effondrement de notre société humaine est passé du statut de fantasme à celui de probabilité admise par la communauté scientifique. Tout à fait. Et pour terminer, actuellement, tu travailles sur un essai qui s'intitule Face au chaos, fonder des sociétés résilientes et enrayer l'anéantissement du vivant. Et donc, c'est ce dont nous allons parler. Oui. C'est tout un programme. Oui, je rajoute Laurent Hayet. Tu disais Collapsus. Oui, exactement. Laurent Hayet. Laurent Testo et Laurent Hayet. Est-ce que, par rapport à la période que l'on vient de traverser, qui a mis en exergue un certain nombre de vulnérabilités, tu peux nous dire un petit peu quel constat tu fais de cette vulnérabilité au sens large de notre société? Ok, oui, merci Mickaël. Je vais essayer de répondre, c'est compliqué quand même comme question. C'est-à-dire déjà, la crise n'est pas finie, loin s'en faut, donc les conclusions, on les tirera plus tard, les conclusions générales, mais déjà, on peut en tirer un certain nombre, des bonnes et des moins bonnes. Mais globalement, effectivement, il y a pas mal de soucis à se faire, même si on n'est pas du tout encore dans une crise de l'ampleur systémique, comme on va en parler peut-être après, c'est-à-dire qui toucherait vraiment toutes les dimensions du système, on n'en est pas encore là. La Covid, déjà, c'est quelque chose qui a mis clairement en exergue notre mauvais rapport à la nature. Donc il y a des gens quelque part qui vont régulièrement à l'intérieur de la nature, dans des écosystèmes très sauvages, pour y chasser ou y braconner. Pourquoi ? Parce qu'il y a du plaisir à en retirer pour certains et puis un profit pour d'autres. Et ça justifie tout. Déjà, c'est un problème. Et puis ensuite, on prend ces animaux, on les met dans des conditions, dans des marchés, on les met dans des conditions absolument atroces où ils sont en contact les uns avec des autres, des espèces qui habituellement ne se croisent pas, et dans des conditions, donc une fois de plus, d'hygiène
aussi, pas juste de maltraitance, mais d'hygiène absolument déplorable. Donc on a les excréments, du sang, du pus qui se mélange, c'est absolument dégueulasse. Et au final, l'homme mange ça. Donc le franchissement de la barrière entre espèces est facilité jusqu'à l'homme, des fois, et là en l'occurrence c'est le cas, au final. Donc ça met en exergue un petit peu effectivement déjà ça. Déjà, c'est ce rapport qu'on a utilitariste à la nature. Dès que quelqu'un, quelque part, y trouve un intérêt ou un plaisir, tout est permis, on y va, la nature, c'est open bar, tout le monde peut se servir. Et ça, c'est un problème en soi. Ce que je remarque par contre, c'est qu'il y a une étude, là, il y a un sondage qui est apparu, Ipsos, dans 30 pays, 24 000 personnes. Et qu'est-ce qu'on retire de ce sondage? C'est qu'en France, il y a moins de 50% des gens qui sont conscients qu'il y a un lien entre les activités humaines et leurs impacts sur l'environnement et le Covid. Voilà, il y a moins de la moitié des gens. Alors que par contre, c'est environ les 2/3 et même un peu plus dans les pays du Sud. C'est un peu étonnant. Ça met en exergue, en lumière, beaucoup d'autres choses en réalité cette crise. Déjà, également le fait que on est dans un monde interconnecté et donc évidemment mondialisé. À l'intérieur de ce monde-là, un virus peut se propager rapidement. Ça met en lumière le fait qu'on a une impréparation qui est culturelle et qui est systémique, et elle est même un peu idéologique. On sous-estime volontiers les risques majeurs tant qu'ils ne se sont pas produits. C'est une toute petite probabilité quelque part, et voilà. Et si prévoir le risque, et c'est souvent le cas, nécessitait, si ça nécessitait de mettre en place des dispositifs qui coûteraient de l'argent et qui donc mineraient le PIB ou le chiffre d'affaires selon les cas, disons que dans ces cas-là, on préfère ne pas faire grand-chose et faire confiance à d'autres. On imagine qu'on trouvera bien la solution, on imagine qu'ils ont prévu quelque chose, on ne sait jamais trop qui est on, qui sont ils, mais à chaque fois c'est un peu ça. Donc on sous-estime les risques et on surestime notre capacité collective à y réagir. Ça met en lumière également cette crise une grande dépendance. On est dépendant de flux d'approvisionnement, de chaînes d'approvisionnement, des fois de l'autre bout du monde et des fois pour des choses absolument essentielles. Là, en l'occurrence, ça a mis en lumière pour la santé, mais c'était également le cas pour des choses de base, comme la nourriture. Donc notre alimentation en France, elle est dépendante du pétrole, de la graine à l'assiette. À toutes les étapes de fabrication de quelque chose que l'on mange, il faut du pétrole. La France ne produit, pour parler de la France, que 1% du pétrole qu'elle consomme. Donc on est entièrement tributaire des flux d'approvisionnement qui sont eux-mêmes pétrodépendants. Donc il y a des risques majeurs. Il faut savoir aussi que même si la plupart des gens n'ont pas trop fait attention à ce genre d'informations, fin mars, on est passé à 2 doigts d'un rationnement alimentaire. Il faut le savoir, c'était en discussion au gouvernement avec l'armée. Parce que même moins de 2 semaines après le début du confinement, le premier confinement, déjà il y avait un absentéisme majeur dans les grandes surfaces, en tout cas tout ce qui était grande distribution. Oui, il y a des gens qui sont payés extrêmement peu, pourquoi iraient-ils risquer leur vie à un moment où tout le monde est en panique? Bon, bref, donc il y a eu un vrai souci également sur les chaînes d'approvisionnement, c'est-à-dire sur en l'occurrence les routiers qui ont failli arrêter, se mettre en grève définitivement. Bon, on a vu qu'on est passé vraiment pas très très loin d'un rationnement alimentaire. Il y a d'autres choses. Il y a eu des entrepôts de système U qui ont eu un problème informatique, une panne informatique qui a touché je ne sais plus combien de points de distribution, 1600 ou 1300 dans le Grand Ouest. On a eu des cyberattaques qui sont arrivées au mauvais moment. Ça aurait pu être encore bien pire. On a risqué des émeutes en Seine-Saint-Denis également à un moment. Enfin, bon. Globalement, on s'en sort, mais ce ne sera pas toujours comme ça. Et des crises majeures, on en aura d'autres. C'est pas la dernière, hélas. Il suffirait d'ailleurs de celle-ci que le R0, c'est-à-dire le taux de reproduction de ce virus soit un peu plus grand, ou sa virulence un peu plus élevée, ou sa période d'incubation un peu plus longue, etc. Il suffirait que les paramètres changent un petit peu pour que ça change complètement la situation. Pour l'instant, c'est une crise qui est essentiellement encore sanitaire, mais évidemment, on voit bien que derrière, c'est une crise politique, c'est une crise culturelle, c'est une crise démocratique, et c'est une crise évidemment socio-économique, et le pire est à venir de ce côté-là. Donc là, j'ai très peur, évidemment, pour les retentissements socio-économiques de cette histoire. Ça a mis enfin, je termine là-dessus, ça a mis enfin aussi en valeur le fait que malgré tout, il y a des gens qui sont capables de se réorganiser, il y a aussi du positif là-dessus, qui sont capables d'innovation collective sur des nouveaux modèles et qui sont capables d'entraide. Donc ça aussi, ça a été mis. Alors pas tous, évidemment, il y a beaucoup d'individualisme qui traîne par-ci, par-là.
Maintenant, il y a un dernier truc que je veux dire, parce que ça l'a aussi mis beaucoup en valeur, et c'est beaucoup le cas actuellement. Ça a mis un gros coup de projecteur sur le fait que dès que les gens sont dans une situation qu'ils n'apprécient pas, les mysticismes en vont bon train. Voilà. Donc à ce moment-là, plein de gens inventent plein de théories, du complot ou pas, mais en tout cas des théories, et qui se propagent à la vitesse de la lumière sur des réseaux sociaux. Et c'est l'ultra-crépidarianisme qui l'emporte. L'ultra-crépidarianisme, c'est cette façon qu'ont les gens d'affirmer des choses avec beaucoup d'aplomb sur des sujets qu'ils n'ont absolument pas étudiés et dans lesquels ils n'ont aucune compétence. Mais ils arrivent avec beaucoup d'aplomb, ils sont très convaincants et du coup, ça se propage. Voilà, donc on voit bien qu'il y a également, c'est aussi une chose que cette crise met en valeur, que c'est difficile des fois, voire impossible dans certains cas, de discuter de façon rationnelle et de raisonner dans l'intérêt général avec des gens qui sont partis en mode, pour certains carrément ésotérisme ou théorie du complot, et pour d'autres repli, recroquevillement identitaire et compagnie. Voilà, c'est aussi un grand danger, ce sont des dérives qu'il faut regarder en face et dont il faut apprendre la leçon pour les prochaines crises, parce que comme j'ai déjà dit, il y en aura d'autres. Et justement, pour se préparer aux prochaines crises, selon toi, quel est vraiment le point clé à prendre en considération dès maintenant, de façon à faire en sorte que une approche systémique qui par nature est complexe ne nous mette pas dans une situation désemparée? Tu me demandes le point clé, et il n'y a pas un point clé. Le problème est systémique, la réponse ne peut être que systémique. Alors, je dépasse le cadre de la Covid, on parle de crise majeure, de crise systémique, la crise du vivant qu'on est en train de voir sur Terre, la crise évidemment du dérèglement climatique, la crise dans l'accès à certaines ressources qui sont stratégiques, le pétrole, les combustibles, certains métaux, et qui sont vitaux, l'eau, le phosphore. Je ne développe pas là, allez voir une conférence de moi ou d'autres personnes, ou lisez des bouquins, mais il y a énormément de littérature là-dessus. Donc on est face à des pannes, on est face à des pénuries qui vont nous toucher, pour lesquelles on n'est pas prêt. Et puis tout ça sur fond d'effondrement d'un certain nombre de systèmes naturels, d'effondrement même du vivant, de la vie sur Terre, pour l'instant, en tout cas tout ce qu'on observe nous pousse à cette conclusion. C'est effectivement, voilà. Alors face à ça, c'est très difficile de se dire qu'est-ce qu'on peut faire. Parce qu'on est tout petit, chacun, vis-à-vis d'une problématique qui est mondiale. Même une grande entreprise, quelque part, elle est tout petite. Ou alors évidemment, je ne parle pas du cas de certaines énormes multinationales, mais la plupart des entreprises et la plupart des gens sont tout petits vis-à-vis de ça. Et donc, il y a une différence et un décalage terrible entre notre sphère de préoccupation, on peut avoir des préoccupations qui sont mondiales, planétaires, et notre sphère d'influence, c'est-à-dire là où concrètement on peut avoir un impact. Alors, il faut voir les choses de manière... Il y a plusieurs dimensions dans cette affaire. C'est pour ça qu'il n'y a pas un truc à faire, il y en a plusieurs en parallèle. Mais là, on peut agir, et je vais juste répondre là-dessus juste après, là, vite fait, on peut agir localement pour la résilience. Et à côté de ça, une fois qu'on s'est organisé et qu'on met en place des dynamiques qui nous aident à être plus résilients collectivement au niveau territorial, parce qu'il y a une question de juste échelle également, et là, le bon niveau, c'est territorial, parce que plus petit, on ne peut pas être résilient, il y a une masse critique à atteindre, et plus grand, on retombe dans des phénomènes de dépendance à des chaînes d'approvisionnement qu'on ne maîtrise pas. Donc le juste niveau entre les deux, c'est le territoire, c'est le bassin de vie, c'est la communauté de communes ou la ville, et ville avec sa zone périurbaine et la ruralité autour. Bon, donc c'est à peu près ça le niveau. Et donc je disais, il y a des choses que l'on peut mettre en place, et ensuite, à côté de ça, il faut travailler également au niveau politique, essayer d'influer sur le niveau politique, au niveau citoyen, et pour rendre tout ça inspirant, histoire que les petites solutions, entre guillemets petites, mais en tout cas les solutions locales, puissent ensuite faire des petits et se propager dans le reste du système au niveau plus global idéalement, même si j'y crois pas, mais en tout cas au niveau plus large. Mais ça, si tu veux bien, on y reviendra après. Je reviens sur, donc, une fois que j'ai dit ça, que j'ai posé tout ça, sur le point d'entrée, à mon sens, qui fait sans doute le plus sens, parce qu'en fait, il y en a plein. Il y en a un qui est particulièrement bon. C'est la résilience alimentaire. Pourquoi ? Aujourd'hui, il n'y a pas de résilience alimentaire. On est dépendant du pétrole, je vous le disais, pour produire quasiment la moindre chose que l'on bouffe. Ça, c'est la première chose. Mais également de l'autre côté, c'est-à-dire une fois qu'on a eu les choses en main, qu'on les a ingurgitées, ensuite, il y a la partie déchets et comment c'est traité. Si cette partie-là d'évacuation des déchets et des pollutions n'est pas assurée non plus, c'est très vite,
un problème. Donc, mais pour tout ça, pour toute la chaîne, de l'amont à l'aval, on est dépendant notamment du pétrole. On a ensuite des technologies partout. On est dépendant des technologies, on est dépendant de l'électricité, on est dépendant du système financier des transactions, on est dépendant d'Internet, etc. Pour à peu près tout ce que l'on fait aujourd'hui. Donc il suffirait qu'il y ait des pannes qui se prolongent un petit peu pour que ce soit un vrai gros bordel. Et puis on n'a pas de stock. On n'a pas de stock parce que dans le modèle que l'on a, qui est à flux tendu, just in time, comme on dit aux États-Unis, les stocks c'est pas rentable, donc on les a éliminés. Donc déjà à la base on n'est pas résilient alimentairement. La résilience, ni sur le reste, ni de résilience énergétique, ni résilience sanitaire, ni résilience en termes de sécurité civile des gens, on n'est absolument pas résilient pour rien. Voilà. Maintenant, la résilience alimentaire, pourquoi celle-là? Pourquoi prendre par là? Parce que déjà, ça concerne tout le monde. Tout le monde bouffe, qu'on soit de droite, de gauche, qu'on soit vieux, jeune, riche, pauvre. Parce qu'il y a une solution. Dans un certain nombre de cas, des solutions, il n'y en a pas. Il y a des manières de faire moins mal. Typiquement, la production énergétique, une production énergétique parfaitement décarbonée, qui serait infinie, où on ne se heurterait pas à des limites dans des stocks, ça n'existe pas. Donc, on a, sur le côté énergétique, on a de vrais gros problèmes. Sur le côté alimentaire, je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème, mais techniquement, c'est faisable de fabriquer, de changer de système de production alimentaire, système agricole et système de consommation. C'est possible de le faire pour que tout ce secteur agroalimentaire, passe du registre des problèmes vers le registre des solutions. C'est pour ça aussi que c'est intéressant, parce que techniquement, c'est faisable. Après, le problème, c'est que culturellement, c'est difficile, parce que c'est pas juste un problème technique, justement. C'est un problème où on doit revoir nos habitudes, y compris les producteurs et y compris les consommateurs. Il faut revoir complètement notre manière de consommer. Donc, on comprend bien qu'il y a derrière un changement culturel à mettre en place, mais on peut commencer localement. Donc, il y a plein de choses qui peuvent se mettre en place, des circuits courts notamment, des méthodes de culture qui sont respectueuses de l'environnement. Il y en a, ça existe. À partir du moment où il y a une implication citoyenne, on fait de la résilience. C'est ça la différence, je termine là-dessus, c'est la différence fondamentale, il faut bien le comprendre, entre une démarche de résilience et juste une démarche de préparation vis-à-vis de certains risques. Aujourd'hui, il y a des experts de l'analyse de la prévention des risques et qui prévoient des dispositifs en cas de tel type de risque. Et ces dispositifs-là, ils sont réservés à des gens qui sont spécialisés de la gestion de crise ensuite, qui vont utiliser des dispositifs mis à leur place, des stocks qui auront été prévus, des équipements spécifiques, des protocoles, etc. Ça, c'est une approche traditionnelle de la gestion des risques. Et là, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de prendre les mêmes risques, mais de les approcher de manière collective. Donc, il y a vraiment une implication citoyenne au niveau des territoires à mettre en place. Et là encore, ça passe par la culture. Et c'est une logique de transformation. Il ne s'agit pas juste de se préparer à un risque pour l'encaisser et revenir à l'état initial et essayer de maintenir l'existant. Il s'agit au contraire de revoir totalement notre manière de faire, de vivre ensemble. Et si tu veux, je développerai ça un peu plus par la suite. En tout cas, pour répondre à ta question, le bon point d'entrée, à mon sens, c'est au niveau des territoires, au niveau local, de commencer à mettre en place des démarches de résilience alimentaire et également en ce qui concerne l'eau. L'eau également, c'est très important. Tu viens d'évoquer déjà un certain nombre de tendances, d'initiatives positives et on le voit, les choses bougent partout et ça s'accélère avec l'année que l'on vient de traverser. Il y a des mesures qui ont été prises aussi pour financer la transition. Les entreprises ont pris à bras-le-corps le sujet de la RSE et de leurs engagements pour le social, l'environnement. Donc, elles aussi se mettent en transformation et innovent. Est-ce que finalement, on peut considérer que la machine à solution est en route et que ça va finalement naturellement traiter progressivement chacune des problématiques? Il y a certainement là-dedans des choses à faire, des choses à prendre. Il y a des démarches qui sont intéressantes et sans lesquelles ce sera plus difficile. Donc effectivement, oui, on va pouvoir trouver certainement un certain nombre de solutions, et ça passe notamment par l'entreprise, un certain nombre de solutions à un certain nombre de problèmes. Mais là, on en arrive vraiment au cœur d'une grosse partie de mon travail, qui consiste vraiment à décorréler la notion de problème de la notion de symptôme. En fait, on s'attaque à quoi? Toutes nos technologies et toutes nos bonnes idées, toute notre innovation, dites-moi si je me trompe et trouvez-moi un contre-exemple, mais toutes ces choses-là s'attaquent uniquement aux symptômes. Donc, j'explique une chose qui est vraiment fondamentale. On n'a pas un problème de climat
qui serait arrivé ex nihilo, d'accord? Il est créé par les activités humaines. On n'a pas un problème de chute, d'érosion de la biodiversité. Hein, non, c'est pas vrai, qui serait comme ça ex nihilo aussi. On n'a pas un problème de ressources. On n'a pas un problème de dégradation environnementale. Toutes ces choses-là ont une cause commune. Donc aujourd'hui, l'impact environnemental, l'impact écologique des activités humaines, je parle d'écologie, mais vous allez bien comprendre qu'en fait, c'est donc l'impact derrière sociétal. L'impact écologique est de trois natures. C'est déjà les ressources qu'on prélève, ça va être les déchets et les pollutions qu'on rejette, et ça va être les dégradations que l'on cause. Et tout ça, au milieu de ça, on a la civilisation humaine, qui est entièrement dépendante, qui est en fait une espèce de sous-partie de la biosphère, on va dire, de manière générale. Et il est totalement hors sol d'imaginer qu'une société humaine, une civilisation même humaine, peut subsister si on n'a pas un environnement en bonne santé, avec les services écosystémiques, comme on dit, qui correspondent, qui sont fonctionnels, et avec les ressources que l'on a à disposition qui sont les flux entrants qui sont assurés, et également avec des pollutions qui ne s'amplifient pas jusqu'à saturer totalement l'environnement, sinon derrière on s'empoisonne nous-mêmes. Donc on comprend bien que l'économie, les sociétés même entièrement sont à l'intérieur de la Terre, de la planète Terre, et d'une dimension écologique. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On prélève plus vite les ressources en amont qu'elles ne peuvent se renouveler. Il y en a certaines d'ailleurs qui ne se renouvellent pas. On génère des flux de déchets et de pollution qui sont supérieurs à ce que la planète Terre peut encaisser et peut absorber. D'ailleurs, il y a certaines choses qu'elle ne peut pas absorber. Et on dégrade plus vite que la capacité de la planète à se régénérer, à se réparer, les différents écosystèmes, sachant que tout n'est pas réparable. Et c'est bien ça le problème. Le problème, c'est que ce flux est trop grand. Donc c'est le grand impact de l'humanité sur la planète Terre, sur ce qu'on appelle également les systèmes de support de vie, c'est-à-dire les choses qui permettent d'accueillir la vie, l'habitabilité de la planète Terre. Le flux, donc je dis, ce flux qui est linéaire, en bout de chaîne, il produit des déchets et des pollutions. Et ces déchets et des pollutions sont liquides, solides ou gazeux. Et parmi les gaz, il y a les gaz à effet de serre. Il faut bien comprendre ça. Le dérèglement climatique, parce qu'on parle beaucoup de dérèglement climatique, et c'est normal parce que c'est très grave, mais le dérèglement climatique n'est qu'une sous-partie, n'est qu'un des multiples symptômes de ce flux qui transforme la nature en déchets. Voilà. Et toutes les autres problématiques, en réalité, sont des sous-problèmes, sont des symptômes de ce flux qui transforme la nature en déchets. Que peuvent faire les entreprises à ce sujet? Eh bien, c'est essentiellement traiter les symptômes. On va essayer de traiter le symptôme de réchauffement climatique en décarbonant nos activités le plus possible, en compensant, même si la compensation, franchement, c'est pas top, pour plein de raisons que je développerai pas ici. On va déployer un certain nombre de choses pour traiter les symptômes, mais on s'attaque jamais à la cause. La cause, c'est ce flux qui est trop grand. Donc, tant qu'on ne fera pas diminuer radicalement les flux d'énergie et de matière, c'est foutu. Donc, les entreprises peuvent-elles faire ça? Sachant que la plupart des entreprises, leur business model dépend à minima d'un maintien et si possible d'une augmentation de ces flux. Alors, on peut travailler sur l'efficacité, oui, mais ça a ses limites. Sur la circularité, oui, mais ça a ses limites. En fait, on touche rapidement des limites. Alors, ce que je voulais dire, c'est que, ok, tu me dis que les entreprises, elles sont en train de bouger, de prendre conscience d'un certain nombre de choses. Moi, ce que je vois, d'ailleurs, j'ai pris quelques notes là-dessus. Ce que je vois, c'est qu'il y a une étude qui est apparue il y a quelques mois, là, qui s'appelle, je cite, « Les dirigeants de PME ETI face à l'urgence climatique ». Bon. Et je vous encourage à aller la trouver en ligne, elle est disponible. Qu'est-ce qu'on lit dans cette étude? On lit qu'il y a peu de transformation des entreprises, finalement, que les patrons sont assez conscients qu'il y a des problèmes, mais qui n'appliquent pas trop ça jusqu'ici dans le monde de l'entreprise. On a des dirigeants qui pensent que l'action et les efforts doivent avant tout passer par les consommateurs et par les pouvoirs publics, les entreprises ne venant que loin derrière en troisième position. On a 13% seulement des patrons qui estiment qu'ils vont pouvoir baisser significativement leurs émissions. Et là, on ne parle que du climat, hein, parce qu'il y a beaucoup d'autres dimensions, comme vous l'avez compris. Et je termine là-dessus, on a 59% des gens qui pensent que la solution sera technologique. Là, ils se trompent, hein, c'est une idéologie, ça. La technologie, je ne dis pas qu'elle est inutile, mais elle ne peut permettre, une fois de plus, que de s'attaquer à certains symptômes et jamais aux causes. On a 71%
qui optent pour, enfin, leur façon de se préparer, c'est d'investir dans la technologie. Voilà, plus quelques petits gestes dans l'espace de travail. Mais il n'y a pas de remise en question du modèle, il n'y a pas de remise en question de l'existant. Il y a les prétextes qui sont utilisés, c'est qu'il y a un manque de moyens, qu'il y a un manque de technologie et qu'il y a un manque de reconnaissance des clients. C'est-à-dire qu'ils dépenseraient potentiellement beaucoup pour faire des efforts et derrière, ça ne serait même pas, comment dire, accueilli avec bienveillance de la part des clients. En tout cas, c'est ce qu'on lit dans cette étude-là. Donc, je pense qu'elle est intéressante. Et pour clôturer ma réponse à ta question, je pense qu'effectivement, il va falloir reposer la question des finalités, les finalités des sociétés humaines. On est loin d'avoir la possibilité aujourd'hui de poser cette question et de la traiter collectivement, hélas. Il faudrait le faire. Mais au niveau des entreprises également, la finalité d'une entreprise. Et il faut sortir de cette idée typique de développement durable, parce que quand même, au cœur du développement durable, il y a cette idée de croissance verte et cette idée de croissance, quoi. Et aujourd'hui, penser qu'on peut faire de la croissance, fût-elle verte, tout en diminuant notre impact, c'est-à-dire, je vous l'ai dit, c'est diminuer les flux d'énergie et de matière et diminuer les dégradations écologiques. Penser qu'on peut faire les deux à la fois relève d'une mystique. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont des tenants de la croissance verte qui vont dire que les gens comme moi sont des idéologues ou sont des activistes ou je ne sais quoi. Mais non, attendez. Ça serait peut-être à eux maintenant de démontrer que ce qu'ils racontent est physiquement possible. Parce que toutes les données du monde réel démontrent qu'il n'y a pas de découplage en réalité, qu'on ne sait pas faire de découplage entre les activités économiques et l'impact écologique et donc derrière sociétaux. L'impact sociétal. C'est bien ça le problème. Donc ce que tu me dis, Michael, oui, il y a des gens qui bougent, mais 1, pas assez, 2, pas assez vite, 3, pas comme il faut. Ça ne veut pas dire que tout est inutile. Il y a certainement beaucoup de choses à trouver pour traiter les symptômes, mais il est temps de s'attaquer aux causes et de faire décroître les flux. Alors, tu nous dis qu'il faut repenser les modèles économiques et changer la culture finalement. Ouais. Tu travailles sur ces questions et encore plus en ce moment avec l'ouvrage que tu réalises actuellement. Est-ce qu'il y a une méthode? Quelle est la démarche selon toi qui nous permettrait de réussir à modifier la culture et à inverser la courbe? Oui, réussir, j'en sais rien, mais en tout cas se donner une chance. C'est-à-dire que en réalité, mon travail a consisté depuis des années, depuis beaucoup d'années, depuis 15 ans, à déjà comprendre la systémique des problèmes et ensuite comprendre les mauvaises solutions. Tout ce qui nous est présenté aujourd'hui comme des solutions et qui n'en sont pas. D'ailleurs, il faut bien se sortir de la tête, je vous le dis, la notion même de solution du grand problème. On peut donc résoudre des problèmes spécifiques, mais c'est essentiellement des rustines. C'est une technologie, c'est une logique de la rustine. Il faut se sortir de la tête l'idée même de solution parce que le solutionnisme consiste à maintenir le système. Il consiste à s'attaquer au dysfonctionnement du système pour que le système puisse perdurer. Or, là, c'est pas de ça qu'il faut faire. Là, il faut vraiment un nouveau système. Et donc, j'aimerais pouvoir vous dire qu'il va falloir faire évoluer le système en place. Mais d'une part, c'est très difficile et peut-être même impossible. Et si c'était possible, ça demanderait énormément de temps parce que les pratiques, il faut les changer, la culture, il faut la changer. Quand je dis la culture, c'est comment on se comporte les uns vis-à-vis des autres, c'est quoi notre idée du progrès, c'est quoi notre idée c'est quoi de la science, notre rapport à la science, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas, qui ne savent pas faire la différence entre de la science et puis je ne sais pas, du mysticisme. Il faudrait revoir tout ça, donc c'est un problème d'éducation aussi à la base. Et puis derrière, c'est un problème collectif de comment on s'organise, comment on se comporte, notre rapport avec le reste du vivant. Bon, c'est très compliqué. On voit bien que ces évolutions-là, si jamais elles se produisaient, elles se produiraient sur des temps très longs et on n'a pas ce temps-là. Donc moi, je pense, ayant fait un travail d'élimination des mauvaises idées, donc par élimination, je pense qu'il faut créer un nouveau système et en parallèle de ça, agir à certains endroits sur le système existant. Il ne faut pas essayer de faire évoluer ce système-là dans la solution. La solution, il faut la construire à côté et essayer d'organiser ensuite le basculement du plan A, du système A, vers le plan B, le système B. On a aujourd'hui une société A qui a un certain nombre de codes et de façons de fonctionner, et ça ne fonctionne pas. Justement, enfin, ça dysfonctionne de façon critique, et c'est en train de tout détruire, et on est en train de mettre en danger les conditions d'habitabilité de la planète Terre. Et d'ici quelques décennies, on ne parle pas dans 1000 ans, d'ici quelques décennies.
Donc c'est très très grave. Et donc ce système qui est en train de tout détruire, ben, il s'autodétruit lui-même, puisqu'il est dépendant du reste. Donc il est moribond. Jusqu'à quel point il va durer? Il va évidemment tout faire pour se maintenir. Et jusqu'à quand il pourra l'assurer? Et quand y aura-t-il un point de rupture? Quand je dis un point de rupture, je ne parle pas d'un grand point de rupture planétaire. Hein, ça, j'y crois pas. Il y aura des points de rupture à différents endroits, à différents moments. Mais bon, pour chacun de nous, là où on est, il y a un ou plusieurs points de rupture qui vont se préparer. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? En fait, toute la question, elle est comment tu prépares ce ou ces moments-là, ces moments clés. Si tu n'as rien préparé, si tu n'as pas de plan B, et s'il y a des ruptures qui font que d'un seul coup tu es dans la pénurie, d'un seul coup tu te retrouves plongé dans le chaos et que tu n'as pas anticipé, surtout en France où on n'a aucune culture du risque, là c'est un véritable problème. Donc si tu n'as rien préparé, là vraiment, qu'est-ce qui se passe derrière? Si la situation ne revient pas à une forme de fonctionnalité générale, si ça reste dysfonctionnel pendant plusieurs mois, bah, très rapidement, ça va être une catastrophe humaine, ça va être des tragédies également écologiques. Donc, il faut préparer ces moments-là par de la résilience. Donc ça, c'est la première chose à faire, c'est construire en parallèle de cette société, de ce monde qui existe, en parallèle, construire des systèmes résilients pour assurer l'essentiel. La bouffe, l'eau, l'énergie, et puis éventuellement des systèmes de transport, des systèmes un certain nombre d'autres systèmes, on va dire des infrastructures différentes qui sont résilientes face à des problèmes systémiques. Pas juste résilientes vis-à-vis d'un événement climatique extrême passager ou une canicule, voilà par exemple. Pas juste résilientes vis-à-vis d'une rupture d'approvisionnement sur un type d'élément ou d'équipement ou de vivres passager ou une attaque terroriste passagère. On n'est pas dans cette dynamique, dans cette logique-là. On est vraiment sur se préparer au pire du pire. Est-ce que véritablement c'est crédible que ça arrive du jour au lendemain en claquant des doigts? Non, probablement pas. Mais c'est pas à exclure. Et quand bien même ce serait plus graduel que ça, il y a toujours des points de rupture dans les systèmes. Donc imaginons que l'on ait, pour des raisons géopolitiques par exemple, que l'on ait moins de pétrole en entrée en France. Ben, ne serait-ce que d'un seul coup, si un des pays qui nous approvisionne arrêtait les approvisionnements et si on se retrouvait avec 10% de pétrole en moins assez rapidement, voire du jour au lendemain dans le pire des cas, la société s'effondre. La société s'effondre. 10% de moins rapidement en pétrole, nous ne savons pas gérer ça. Il y a des études là-dessus. Hein. Donc là, ça demanderait une économie de guerre pour prévoir littéralement ce moment-là. Comme on n'en est pas là, il faut, une fois de plus, au niveau local, organiser des canaux de sauvetage. C'est vraiment ça, hein, des canaux de sauvetage. Au cas où ça se casserait la gueule, assurer l'essentiel au niveau territorial. Donc ça, c'est construire en parallèle, je dis bien, des choses qui sont résilientes et le faire ensemble en changeant, dans la mesure du possible, la culture, c'est-à-dire en impulsant d'autres façons d'être, d'autres façons de consommer, d'autres façons de se comporter les uns vis-à-vis des autres, autant que faire se peut. Voilà. À côté de ça, j'ai presque fini. Donc la première partie, c'est cette résilience qu'on construit à côté. Et à côté de ça, il faut rentrer en résistance contre le système existant. Il faut à la fois l'aider et l'accompagner dans l'amélioration le plus possible d'un certain nombre de choses. Tout ce qui est véritablement trop, qui maximise les flux, comme je disais, d'énergie et de matière, il faut essayer de jouer à la baisse là-dessus. Et puis tout ce qui dégrade trop de manière définitive l'environnement, tout ce qui pollue trop, il faut également bloquer ça. Et donc, il faut essayer d'accompagner les entreprises de la manière la plus efficace possible en montrant des nouvelles façons de faire, des nouveaux modèles, il y en a, par un poids de la part de la société civile, par un poids de la part des employés eux-mêmes et si possible des patrons. Et si possible aussi de l'État en mode descendant, mais là, on en est loin. Accompagner les entreprises. Et si elles ne veulent pas, ou si elles ne peuvent pas, donc il y a des entreprises qui sont très destructives, très destructrices de nos environnements, des communautés humaines, des entreprises qui, de surcroît, ne sont pas absolument vitales, mais celles-là, il faut les bloquer. Voilà, il faut rentrer en résistance contre elles. Si elles ne veulent pas ou si elles ne peuvent pas évoluer, eh bien, il faut qu'elles disparaissent. Et donc, il faut rentrer en résistance. C'est compliqué. Et là, je suis en train de parler de choses extrêmement graves. Donc, c'est par, je clôture là-dessus, c'est par une imbrication entre la résilience qu'il faut construire, la reliance, faire les choses ensemble,
et par la résistance contre le système qu'on va y arriver. Et tout ça nécessite un quatrième élément qui est un renouveau culturel. Et là, ça se joue à plein d'endroits. Ça se joue sur le fait de jouer sur les imaginaires des gens, par des récits, par des façons de faire, par l'ouverture de chantiers collectifs. Les entreprises peuvent être évidemment partie prenante là-dedans pour construire, enfin pour lancer des chantiers collectifs dans les territoires où elles sont présentes, pour impliquer les gens. Parce qu'il faut bien comprendre ça. Il ne suffit jamais d'expliquer aux gens, il faut les impliquer. Il ne s'agit jamais juste d'informer les gens, mais de les former, de les empower, comme on dit en anglais, de les en capacité pour qu'ils puissent passer à l'action. Et c'est en faisant qu'ils comprendront et qu'ils changeront leur manière d'être et qu'ils changeront leur manière de faire, de consommer et de produire, etc. Donc il faut travailler sur les imaginaires par des choses qui relèvent du récit, par des choses qui relèvent de l'exemple, en montrant des projets concrets, et une fois qu'ils sont là, en les rendant inspirants. C'est la clé qui fait qu'on passe de quelques projets locaux à une bascule plus générale, parce que quand on montre ce qui a été fait à tel et tel endroit, quand on montre les impacts, quand on montre comment les gens ont évolué et comment ils y trouvent leur compte, c'est ça qui fait que ça devient inspirant, et qu'au lieu d'avoir une solution locale, on a une duplication et une adaptation de cette solution à grande échelle. Et enfin, on peut passer de notre sphère d'influence qui est locale à notre sphère, enfin, on peut commencer à avoir une influence sur le global. Voilà, il faut agir à tous ces niveaux-là. On a besoin de penseurs qui réfléchissent, on a besoin de faiseurs qui font les choses, on a besoin de communicants qui rendent sexy, qui rendent inspirants et qui diffusent. Et on a besoin de facilitateurs de tout niveau. Les entreprises peuvent être, par exemple, des facilitatrices pour rendre ce changement le plus fluide possible. Merci Arthur pour tes éclairages. Pierre va maintenant nous apporter son témoignage. Merci. Bonjour Pierre. Bonjour Mickaël. Merci de partager aujourd'hui avec nous ton expérience et tes engagements pour la protection de l'environnement et de la biodiversité. Je décris rapidement ton parcours. Tu es de formation ingénieur. Tu as commencé ta carrière chez Merrill Lynch comme vice-président durant 7 ans, ce qui t'a apporté une solide connaissance des mécaniques financières. Et cela t'a ensuite servi tout au long de ton parcours d'entrepreneur et d'investisseur dans les nouvelles technologies, en faisant quelques passages dans des grands groupes comme Thales, par exemple. Et depuis un peu plus de 3 ans, tu es le président bénévole de l'Institut Jane Goodall France, une ONG créée par la célèbre primatologue Jane Goodall. Est-ce que tu peux nous rappeler qui est Jane brièvement et son engagement personnel pour la défense de la planète ? Déjà, merci de m'accueillir dans ton émission. Jane, alors éthologue, on dit primatologue parce qu'elle est connue pour ses premiers travaux qui a été au début des années 60. C'est elle qui a découvert que les grands singes fabriquaient des outils et donc nous n'étions pas les seuls sur la planète à pouvoir faire cette chose. Et à l'époque, même si c'est pas si vieux que ça a fait pas mal de bruit et il y a eu beaucoup de débats scientifiques à ce sujet. Depuis, les choses ont pas mal évolué et puis voilà, on est maintenant arrivé au stade où il y a un consensus sur le fait que dans le règne animal, beaucoup d'êtres ont voilà, des émotions, des savoir-faire que l'on ne soupçonnait pas. Jane a donc démarré ses travaux il y a maintenant 60 ans. On a fêté les 60 ans de Gombe, donc le site en Tanzanie où elle a fait ses premières découvertes il y a 2 ans. Et donc, elle a créé au bout de quelques années, en constatant que il y avait déjà une chute à l'époque énorme de la biodiversité. Et il a fallu d'un vol au-dessus de la forêt équatoriale pour se rendre compte qu'effectivement, en 20 ans, il y avait une grande partie qui avait disparu, a décidé de finalement consacrer sa vie à la sauvegarde de la planète. Et donc, elle a créé l'Institut Jane Goodall. Et l'Institut Jane Goodall a aujourd'hui deux grands types d'actions. On travaille sur le terrain, donc dans beaucoup de pays en Afrique, donc ça va du Mali jusqu'en Afrique du Sud, on a des sanctuaires, des réserves, et donc on s'occupe de préservation de la biodiversité, en particulier autour des primates. Et
avec une approche qui est holistique, c'est-à-dire qu'on essaie de faire en sorte que les populations locales prennent la main et soient les garants demain de cette préservation. Donc ça veut dire qu'on va aider beaucoup de choses autour de la des simples travaux que l'on fait sur les primates. On aide les jeunes filles à aller à l'école, on essaie de créer des économies qui ne soient plus responsables de l'environnement, on fait de la microfinance, on fait tout un tas de choses comme ça avec les populations locales, et c'est quelque chose qu'on fait de manière en plein. Sur les primates eux-mêmes, on continue les études scientifiques que Jane avait commencées. Je crois qu'on doit être un des plus vieilles associations à avoir perduré autant dans le temps. Et puis, on fait de la réhabilitation, de la réintroduction, etc., suivant les zones et les régions. Le deuxième axe qui a été lancé il y a 35 ans à peu près, c'est un programme éducatif qui s'appelle Roots and Shoots et qui a pour objet de sensibiliser les jeunes et les moins jeunes à l'environnement au travers d'actions concrètes. Donc c'est un concept finalement qui est assez simple, qui consiste à souvent encadré par un professeur quand il s'agit des plus jeunes, mais de laisser libre cours aux enfants, de leur laisser le choix de choisir le programme qu'ils souhaitent avec une composante sociale, une composante environnementale, le cas échéant, et finalement de porter ce choix et de mener à des actions concrètes. Donc ça peut être aussi bien pour faire de la permaculture pour la cantine de l'école que de ramasser des plastiques parce qu'il y en a besoin, et on leur demande, voilà, c'est tout un processus où ils vont observer l'environnement, ils vont avoir cette sensibilité, ils seront moteurs. Et donc, on est présent dans une centaine de pays environ, c'est beaucoup d'enfants, et on se sert de ce réseau qui est important pour relayer ce qu'on appelle des campagnes. Donc, on a fait des campagnes pour la paix, on fait des campagnes de reforestation, on fait des campagnes pour recycler des mobiles. On fait pas mal de choses comme ça, et on essaie de faciliter ce jumelage qu'on peut avoir parce qu'il est aussi très enrichissant pour les jeunes de dire on peut jumeler une école qui est au Sénégal avec une école qui est au Tibet et une école qui est en Suisse. Et donc on essaie, et les enfants le font volontiers, de créer une sorte d'économie circulaire. Les enfants suisses vont collecter des mobiles, revendre peut-être le fruit des choses, et puis vont envoyer l'argent au Sénégal où les enfants vont faire autre chose, vont planter des choses. Et donc voilà, donc il y a aussi cette vertu-là qui est de pouvoir faire des échanges culturels qui sont extrêmement enrichissants pour les enfants. Voilà. Donc voilà ce qu'on fait aujourd'hui d'un point de vue éducatif, et donc on travaille avec d'autres ONG, avec d'autres réseaux, et on essaie d'amplifier le mouvement. On est dans le programme de l'éducation nationale dans certains pays, pas encore en France, mais nous ne désespérons pas. En tout cas, c'est quelque chose que l'on souhaite faire. Donc voilà en gros ce que fait l'Institut Jane Goodall. J'oublie plein de choses parce qu'on essaie on essaie d'avoir un spectre très large d'un point de vue action. Mais voilà, plus brièvement possible ce que l'on fait. Et juste pour dimensionner, est-ce que tu peux nous dire dans combien de pays est implanté l'Institut, combien de personnes, combien de bénévoles, juste 2-3 chiffres clés pour qu'on ait bien à l'esprit l'envergure? Oui. Sur la partie africaine, on va dire là où on a des implantations, on a des sanctuaires, des réserves. Donc, comme je vous disais, on a des activités qui peuvent être un petit peu différentes, mais on est présent au Mali, on est présent au Sénégal, en Guinée, en RDC, au Congo, au Rwanda, en Ouganda, en Afrique du Sud, en Tanzanie, bien entendu, là où tout a commencé. Donc, on a une présence relativement importante. Avec effectivement des centres plus conséquents que d'autres, hein, c'est le cas notamment en RDC ou en Tanzanie, à Gombe. Voilà, c'est quelques centaines de permanents et beaucoup de bénévoles qui travaillent là-dessus. Alors, certains vont être plutôt des scientifiques parce qu'on continue à mener vraiment des éléments scientifiques. Il y a des choses d'ailleurs très intéressantes, si on a le temps d'y revenir, que l'on met à jour, même encore aujourd'hui, et qui peuvent nous être bénéfiques.
Et puis, on a également des soigneurs, des encadrants, des gardes forestiers, etc. Donc, on s'implique aussi beaucoup dans la reforestation, dans un certain nombre de programmes. Donc ça, c'est pour ce qui concerne les actions plutôt en Afrique. Sur l'éducation, on est dans plus de 100 pays aujourd'hui, donc on a une présence qui est importante. Avec derrière des bureaux, on a un peu plus d'une trentaine de bureaux comme la France, donc on est présent aux États-Unis, en Argentine, etc., où effectivement ces bureaux ont pour objet de venir mener des actions sur leur territoire, notamment en matière d'éducation, mais également d'abonder les programmes que l'on mène dans les pays en voie de développement. Donc, oui, environ une trentaine de bureaux présents un peu partout en Asie, en Europe et en Amérique. Et cette présence sur le terrain au travers des décennies vous a permis finalement d'être aussi un observatoire de l'évolution de la situation. Est-ce qu'il y a des constats qui sont faits sur l'état de la biodiversité? Est-ce que vous voyez notamment une accélération de la dégradation? Quelle est un petit peu la tendance qui est observée pour l'Institut? On peut faire deux constats. Un premier constat qui est macro et qui est malheureusement assez alarmiste. C'est-à-dire qu'on continue de manière massive à détruire les habitats des animaux, quels qu'ils soient et presque quelles que soient les régions, de manière importante. Donc c'est le cas dans beaucoup de pays africains. On parle beaucoup d'Amazonie. Il ne faut pas oublier qu'il y a énormément de déforestation en Afrique, qui n'est pas forcément d'ailleurs très profitable aux populations locales. On est vraiment sur quelque chose où on prend on prend la nature au plus vite et souvent sur des choses relativement peu durable. Notamment si on parle d'agriculture, on va effectivement déforester énormément, on fait un peu de culture sur brûlis, puis après il n'y a plus rien à en tirer, donc on passe à la suite. Donc c'est extrêmement négatif, extrêmement dangereux. Aujourd'hui, on peut dire que si on prend l'Afrique par exemple, on peut considérer qu'il y avait une forêt continue de l'océan Atlantique à l'océan Indien. Aujourd'hui, il reste quelques malheureux îlots. Donc, on en est donc de ce point de vue-là, on va dire que c'est plutôt le constat est malheureusement pas terrible. Après, le deuxième constat que l'on peut faire et qui lui est positif, c'est que sur des zones bien déterminées, notamment des zones où on agit, on constate que, on sait endiguer les choses. Le deuxième constat, c'est que, bien entendu, jusqu'à un certain stade, mais on voit que la résilience de la nature, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on arrive à laisser en paix une zone, souvent elle se régénère et elle se repeuple. Dans le cas de Gombe, par exemple, en Tanzanie, on est passé de quelque chose qui a été très fortement entamé en termes de dégradation et dont on a inversé la tendance. Donc aujourd'hui, on est dans un milieu plus riche qu'il y a 10 ans. Et ça, grâce au travail de terrain qui est fait, la prise de conscience qu'on a permis de développer localement. Et donc, c'est un constat d'espoir. Donc, on peut dire qu'aujourd'hui, à partir du moment où on s'implique et on implique les gens autour de cette volonté de pouvoir conserver notre patrimoine mondial à ce niveau-là, et bien finalement, on y arrive. Donc, c'est un peu ces deux constats qu'on peut faire. D'un côté, le constat un peu négatif qu'on observe tous finalement, et puis quelque part la note d'espoir qu'il peut y avoir, parce qu'on sait qu'en prenant un certain nombre de mesures appropriées, on peut arriver à inverser la tendance. Alors, je le disais tout à l'heure, tu es bénévole au sein de l'Institut Jane Goodall. À titre personnel, dans tes activités d'entrepreneur, tu as décidé de t'investir de plus en plus
pour contribuer à faire émerger des solutions. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quelles sont tes actualités, les projets dans lesquels tu t'investis à titre personnel? Oui, bien sûr. Ce qui est bien entendu, bon, moi, à titre personnel, j'ai eu l'occasion de monter un certain nombre de sociétés, de pouvoir également accompagner un certain nombre. Et aujourd'hui, ce que je cherche à faire, c'est faire ce pont qu'il y a entre le monde de l'entreprise et la sauvegarde de l'environnement. Et donc, bien entendu, bon, il y a des entreprises dont la vocation sera vraiment de venir en appui direct, et puis d'autres dont l'objet est de devenir ou d'être, si elles sont nouvelles, zéro impact. Donc là, aujourd'hui, par rapport à ça, là, je suis en train de structurer un fonds d'investissement qui verra le jour le mois prochain, qui va venir abonder toutes ces jeunes pousses, et un petit peu moins jeunes aussi, qui sont dans cette lignée, avec toujours cette logique d'une part d'être zéro impact. Il ne s'agit pas de reprendre d'une main ce que l'on a donné de l'autre côté. Donc c'est toujours pareil, il y a une mode quelque part du green, et puis il y a aussi la réalité. Donc ce que l'on souhaite, c'est que vraiment de ne pas dire je vais donner pour réparer ce que je détruis par ailleurs, mais si possible de ne pas détruire à la base. Et donc, dans les projets sur lesquels on travaille, il y a aussi bien des sociétés qui font des mesures de la biodiversité à travers la planète. Il y a des structures qui vont plutôt opter pour de nouveaux matériaux plus écologiques. Il y a des projets plutôt dans l'énergie. Il y a différents types de sociétés. Et donc, l'idée, c'est de les aider à se financer, et de pouvoir derrière les aider à croître et à prendre de l'ampleur. Donc ça, c'est le côté vraiment très financier. Au-delà de ça, c'est aussi d'essayer de faire ce lien entre deux mondes qui aujourd'hui coexistent mais ne savent pas forcément se parler. Le milieu des ONG d'un côté et le milieu des entreprises de l'autre. Les entreprises ont conscience, ou en tout cas ont pris conscience, cette prise de conscience de la part de leurs clients quelque part, de ce besoin d'un retour à une biodiversité, et puis surtout sauver notre planète. Il ne faut pas oublier qu'on se tire quand même, dans la situation actuelle, on se tire dans le pied. Et donc, par contre, ne savent pas comment mettre en œuvre des politiques et essayer et s'adapter. Donc aujourd'hui, on est plus à essayer de mettre des patchs, et de l'autre côté, des ONG dont une grosse partie finalement de leur capacité repose sur leur communication et leur image, et donc la peur aussi intrinsèque de ces ONG de faire de mauvaises alliances qui leur soient négatives sur le moyen terme. Donc c'est dire comment est-ce que tout ça peut travailler ensemble. On voit beaucoup de choses bouger, des organismes qui se créent dans lesquels effectivement on va retrouver l'État, des ONG, etc., et qui réfléchissent sur la façon d'avancer ensemble. Donc voilà ce que j'essaie de faire. Merci Pierre. À présent, Nathalie va nous rejoindre pour réagir et pour interagir. Bonjour Nathalie. Bonjour Michael. Merci d'être avec nous. Je te présente rapidement. Tu es ingénieur agronome de formation. Après avoir été pendant 4 ans chez KPMG, tu as été 11 ans responsable du pôle entreprise de l'Agence régionale pour l'environnement Midi-Pyrénées. Et depuis 2010, tu es délégué général d'ORE, une association multi-acteurs qui rassemble plus de 180 membres, créée en 1992 et investie sur 3 priorités, la biodiversité et économie, l'économie circulaire et enfin reporting RSE et ancrage local des entreprises. Tu es donc régulièrement sollicité lors de consultations et auditions nationales permettant l'expression des préoccupations des membres de l'association et la formulation de propositions au niveau institutionnel. En octobre 2017, tu as été nommée ambassadrice de l'économie circulaire par le ministère de la Transition écologique. Et c'était dans le cadre de la feuille de route
économie circulaire que tu as été nommé pour animer la consultation, formuler des préconisations et contribuer à sa diffusion auprès des citoyens, élus et entreprises. Et enfin, ton engagement t'a amené à devenir chevalier dans l'ordre national de la Légion d'honneur. Alors, tu es avec nous depuis le début de cette émission. Peux-tu nous dire dans un premier temps ce que les propos d'Arthur et le témoignage de Pierre t'ont évoqué? Alors, ils m'ont évoqué beaucoup de choses parce que Auré, c'est une association multi-acteurs. On a beaucoup entendu le mot il faut faire ensemble. Du côté de Pierre avec les citoyens, les ONG, les entreprises. Du côté d'Arthur avec aussi les politiques. On a re-entendu parler de citoyens. Et c'est ce qu'on fait chez Auré, de mettre tous ces acteurs différents, puisque nous sommes une association multi-acteurs, c'est-à-dire entreprises, collectivités, fédérations, scientifiques, parce qu'on a peu parlé du monde académique, mais il est hyper important, autour de la table pour discuter ensemble, que ce soit des grandes entreprises, des petites, des collectivités, etc., etc. Donc, ça m'a fait penser à ce qu'on souhaite faire chez Auré, c'est-à-dire mettre en œuvre des bonnes pratiques. Et nous, les bonnes pratiques, on veut les mettre au niveau des territoires. Et là aussi, on a beaucoup parlé du niveau territorial dans les deux témoignages d'avant. On a aussi parlé du temps de l'action. Bon, je pense qu'il est arrivé. Le monde de demain, il est aujourd'hui. Le temps de l'action, mais sur les causes et non sur les conséquences. Donc, il faut vraiment arriver à mixer ces différents niveaux. Et moi, je pense que les solutions, elles existent. Elles sont là. Il faut les dupliquer. D'ailleurs, j'avais une petite question pour Arthur. Arthur, vous avez évoqué travailler sur les causes et non sur les conséquences. Alors, quels sont les écosystèmes d'acteurs avec qui vous avez imaginé ces solutions? Le mot sobriété aussi, vous ne l'avez pas prononcé, mais je pense qu'il était en sourdine dans tout votre discours. Donc, j'imagine que vous devez fréquenter beaucoup d'acteurs de la sobriété écologique. Ben oui, la sobriété, c'est très important, même si je ne pense pas que ce soit le mot le plus vendeur pour le grand public. Donc, il faut travailler sur peut-être d'autres déclencheurs de l'action ou de la prise de conscience. Mais globalement, oui, quand je dis qu'il faut faire décroître les flux, et on est tous là-dedans, on est tous dans le même bateau. Donc, évidemment, il y a certaines personnes qui sont, on va dire, historiquement plus coupables que d'autres, mais on est tous responsables aujourd'hui. Et quand bien même il faudrait faire changer ceux qui sont le plus aujourd'hui à la source d'un certain nombre de dérèglements ou d'émissions de gaz à effet de serre, par exemple. Évidemment, on pourrait travailler sur les entreprises, certaines grosses entreprises, par exemple, ou certains secteurs. On pourrait travailler sur les plus riches, voilà, qui évidemment, à certains égards, consomment et polluent beaucoup plus que les plus pauvres. Mais est-ce qu'on peut véritablement dire est-ce qu'on peut véritablement attendre d'eux qu'ils changent? Donc, c'est bien ça le problème. C'est-à-dire que quand vous me dites travailler sur les causes, il faudrait pour cela que ceux qui sont à la cause acceptent de changer, ou qu'on puisse négocier avec eux un changement. Mais je pense qu'on est au-delà de ça. C'est-à-dire que je pense qu'il y en a un certain nombre qui ont envie de changer, mais qui ne se rendent pas compte, qui sont encore véritablement dans le mauvais paradigme. Ce paradigme qui est celui de la croissance verte, qui est indémontrable physiquement. On peut presque aujourd'hui démontrer le contraire. Ça ne veut pas dire que je suis un décroissant. Ça ne veut pas dire que tout va passer par la décroissance. Ça ne veut pas dire que tout doit décroître. Certaines choses plus dans le quantitatif doivent décroître, certaines autres choses plus dans le qualitatif doivent croître, certaines activités doivent se développer à mort et d'autres doivent changer, évoluer, se limiter, voire disparaître. De toute façon, elles vont le faire de gré ou de force, j'ai envie de dire. Mais globalement, même s'il y a plein de choses qu'on peut faire, le paradigme n'est pas le bon. Bon, si vous voulez, tout à l'heure j'ai noté ça. Hop, tout à l'heure j'ai noté ça, je vais vous le montrer. Vous avez arrivé à lire ou pas? Hop. Je m'approche. Est-ce que c'est lisible? Oui, on est bien là. Voilà, donc ça veut dire impact écologique égale impact écologique divisé par PIB multiplié par PIB. C'est relativement simple, je pense, du point de vue mathématique. Et ce que nous disent nos dirigeants, c'est que pour faire décroître l'impact écologique, par exemple, on peut remplacer ça par les émissions de gaz à effet de serre. C'est une partie de l'impact écologique. Ils nous disent que pour faire décroître ça, il faut faire croître ça. Vous voyez pas le problème? Donc, on mise tout sur notre capacité à faire décroître ce ratio-là plus vite qu'on ne fait décroître le PIB.
sachant on fait tout ce qu'on peut pour faire croître le PIB le plus rapidement possible. Maintenant, vous pouvez remplacer l'empreinte écologique par toutes les dimensions de l'empreinte écologique, les ressources qu'on utilise, les pollutions qu'on génère, dont les gaz à effet de serre, ou les dégradations écologiques. Vous pouvez aussi remplacer le PIB par chiffre d'affaires au niveau d'une entreprise, et c'est la même histoire. Donc, tant qu'on mise sur le fait que pour faire décroître quelque chose, il faut faire croître cette même chose, ou pour résoudre un problème, on ne faut surtout pas gêner le bon fonctionnement du système qui crée le problème, on va droit dans le mur. Je ne suis pas un décroissant, je suis un ingénieur de formation, et bon, voilà, j'arrive à des conclusions qui sont nécessairement une décroissance globale des flux. Et donc, pour agir sur les causes, très honnêtement, il y a essayer de faire décroître les flux. Pour ça, des entreprises peuvent agir, des technologies peuvent servir, mais pas tant que ça. La plupart des technologies aujourd'hui amplifient les flux. La plupart des technologies aujourd'hui rajoutent des couches de complexité dans le système, qui fait qu'on est dépendant des technologies, qu'on est dépendant des ultra-spécialisations que requièrent ces technologies, et qu'au final, cette complexité supplémentaire du système demande de l'énergie. C'est ça le problème. Il faut de l'énergie pour maintenir la complexité. Donc, que ce soit de manière directe ou indirecte d'un point de vue systémique, la plupart des trouvailles technologiques aujourd'hui amplifient la complexité et donc la vulnérabilité du système, éclatent les limites planétaires et nous rendent en plus ultra dépendants plutôt que de nous émanciper. On est vraiment dans un gros problème qui fait que je suis très embêté pour répondre à cette question. Et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas trouvé de manière d'agir aux causes qui ferait qu'on pourrait faire évoluer le système vers quelque chose qui ne nous amènerait pas droit à la destruction. Je n'ai pas trouvé la manière. J'ai trouvé des manières de faire moins destructeur. J'ai trouvé des manières, effectivement, de continuer à s'attaquer aux conséquences pour limiter l'impact. Mais même si on fait tout ça, on va quand même droit à la catastrophe. Je vous donne un exemple. Imaginons qu'on arrive à décarboner entièrement tout. Déjà, c'est impossible, mais passons. On y arrive, imaginons. On arrive à décarboner la production énergétique. On a une énergie, on en a plein autant qu'on veut, à la rigueur, mais elle ne produit aucun carbone. Voilà, c'est formidable. Et nous, dans nos modes de consommation, dans nos entreprises, dans notre vie quotidienne, aucun carbone. Imaginons que ce soit possible. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça résout tous les problèmes? Et ce qui va se passer, c'est que ça va soulager le symptôme des règlements climatiques. Et ça, rien que pour ça, il faut prendre. C'est pour ça que je dis que c'est pas inutile. Il y a plein de choses qu'on peut faire dans ces registres-là qu'il faut. C'est absolument vital de décarboner. Sinon, les conditions de vie sur Terre sont remises en question d'ici quelques générations. Mais, au-delà du dérèglement climatique, on va continuer à utiliser toujours plus de ressources, on va continuer à dégrader l'environnement, on va maintenir un flux qui transforme la nature en déchets, et on va de toute façon quand même droit à une forme de panne généralisée et de point de rupture. Donc, parce que agir sur le système, on peut le faire juste pour qu'il soit moins pire, mais on ne peut pas agir sur les causes de manière à ce que ça change le système. C'est bien pour ça que je dis qu'il faut en construire un autre en parallèle. Je n'ai pas peur de dire qu'il faut hacker le premier système d'une certaine manière pour aller récupérer tout ce qu'il a de meilleur à nous apporter, pour pouvoir ensuite nourrir et concevoir un autre système, et ensuite progressivement, localement essentiellement, par la démonstration et par la cohérence, on va démontrer que c'est faisable. Et je mise sur le fait que dans les prochaines années, à mesure que ça va être de plus en plus difficile pour de plus en plus de gens, et ben ces émergences-là, qui seront moquées au départ, ben finalement, ça fera sens pour de plus en plus de personnes qui feront la bascule. Voilà. Nathalie, à l'instant, Arthur vient d'appuyer à nouveau sur la notion de changement de modèle économique, et je sais que chez Auré, vous avez mené des travaux sur les nouveaux modèles économiques, donc il peut être intéressant que tu nous en parles. Et juste avant, est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'est l'économie circulaire? Oui, parce que les nouveaux modèles économiques, on les développe dans l'économie circulaire. Alors l'économie circulaire, je suis d'accord avec Arthur, il ne faut pas parler que de déchets. Donc nous, on a pris vraiment la question ressources. Alors les flux, on va les traiter dans un des piliers de l'économie circulaire. Souvent, on entend parler de l'aval, on entend parler évidemment de recyclage de déchets. Le recyclage, pour nous, c'est le dernier des piliers. Il y en a 6 autres
six autres qui correspondent un peu à ce que vous avez dit. Hein. Le premier, c'est l'approvisionnement et l'extraction durable. Quand on dit qu'on est dépendant des ressources, je vous suis sur les ENR. On a beaucoup maintenant de métaux rares, donc géopolitiquement, ça nous crée quelques soucis. Donc l'approvisionnement durable, c'est s'approvisionner en ressources en évitant les rebuts sur l'environnement et aussi leur impact, l'impact des extractions. On peut parler d'approvisionnement en ressources minières, forestières, en ENR, etc. Il y a l'éco-conception des produits. Vous avez parlé à un moment, Arthur, aussi de manière de faire et de produire. Donc, l'éco-conception, c'est une façon de penser son produit avec tous les impacts tout au long de la chaîne de produit jusqu'à l'usage. Hein. Un sèche-cheveux, quand il est chez le consommateur, combien il consomme d'énergie, jusqu'aux déchets. Et surtout l'EIT. Alors, l'EIT, c'est l'écologie industrielle et territoriale qu'on aime beaucoup chorer. Il y a quelques années, on a commencé à œuvrer en économie circulaire par cet aspect territorial. Hein. Le mot territoire est important. C'est-à-dire comment faire fonctionner les entreprises entre elles comme des écosystèmes naturels. C'est-à-dire que les déchets de l'un deviennent les ressources et les matières premières de l'autre, qu'un transport de camions ne reparte pas à vide, que les flux d'énergie de l'une servent à l'autre, qu'on mutualise les services, les déchets, quand même qu'on conçoive des zones d'activité en écologie industrielle et territoriale sur les principes des écosystèmes naturels avec des flux partagés. Ça correspond, je pense, à une piste de solution concrète par rapport à ce que vous avez dit. Et ça, c'est dans l'économie circulaire. Il y a aussi la consommation responsable, c'est-à-dire que c'est maintenant aux citoyens de décider de ce qu'ils vont acheter. Alors, ils sont de plus en plus informés, donc eux aussi il n'y a pas que les gens, les politiques, les entreprises, les collectivités, vous avez beaucoup parlé du citoyen, et en consommant, le citoyen peut avoir un rôle très fort sur faire bouger les lignes et faire bouger les entreprises. L'allongement de la durée de vie, c'est un autre pilier, c'est-à-dire qu'on ne va pas parler de recyclage en tout bout de chaîne, mais on va parler de réparation, hein, on ne va plus utiliser des matériaux pour faire du neuf. On va parler de remploi, Le Bon Coin en est une belle illustration, et de réparation. On a une usine Renault, par exemple, qui fait des moteurs neufs à partir de pièces anciennes. Tout ça, ça permet évidemment d'éviter de consommer de la ressource, et ça permet de diminuer les flux. Et le recyclage, évidemment, est encore important parce qu'on ne sait pas toujours tout faire. Donc, il faut bien, en bout de chaîne, recycler les déchets pour les réintroduire dans des cycles de production. Alors, les nouveaux modèles économiques, chez Auré, oui, on s'en est préoccupé parce qu'on pense que les structures qui concilient création de valeur, rentabilité économique et responsabilité écologique et sociétale doivent changer leurs modèles économiques. Il faut sortir des schémas classiques, modifier en profondeur et de manière globale le fonctionnement des entreprises. Donc on a, alors pour ceux que ça intéresse, travaillé sur ce sujet-là avec le comité francilien, c'est-à-dire que puisque vous parlez de territoire, nous on anime un comité où il y a tous les acteurs institutionnels qui travaillent sur l'économie circulaire. Et quand je dis en Ile-de-France qu'on travaille ensemble avec la région, la ville, la métropole, l'ADEME, l'ADRIE, j'en saute et des meilleurs, au niveau des chargés de mission, pas au niveau des politiques, arriver à faire travailler tous ces gens ensemble sur les nouveaux modèles économiques en mettant en avant des modèles inspirants, des initiatives d'entreprises locales. C'est ce qui nous permet de faire avancer le sujet. Alors, sur les nouveaux modèles économiques, on va avoir des échanges de proximité plus efficients qu'on veut mettre en avant, une offre sur mesure de qualité au service du territoire, toujours pareil, des nouvelles opportunités de financement et des modèles de revenus, et une nouvelle gouvernance des parties prenantes qui sont au service du territoire. C'est hyper important pour nous de faire avancer ce sujet-là. La loi pour une économie circulaire anti-gaspillage qui est sortie en février 2020 a beaucoup été au départ centrée sur les déchets, et nous on a poussé pour que les nouveaux modèles économiques soient mis en avant. L'économie de fonctionnalité que j'ai pas citée dans les 7 piliers mais qui est hyper importante, c'est-à-dire privilégier l'usage à la possession, ça a un effet disruptif. Quand vous vendez du service et plus un produit, eh bien vous luttez contre l'obsolescence programmée des produits, vous faites en sorte de les éco-concevoir pour qu'ils durent plus longtemps et vous les recyclez en fin de chaîne. Donc, le nouveau modèle économique, ça marche. Mais il y en a encore quelques-uns qu'il faut pousser. Oui, tu parlais, Nathalie, à l'instant des territoires. Et il y a justement le développement de l'ancrage local qui est essentiel pour améliorer le rapport entre les acteurs économiques et puis leur impact sur les écosystèmes et l'environnement. Pour aider les entreprises à avancer dans ce sens, chez Auré, vous avez conçu un outil également de diagnostic et d'auto-évaluation. Tu peux peut-être nous dire comment ça fonctionne ?
Comment ça fonctionne et quel était le constat? D'abord, le constat, c'était que pendant des années, Auré a produit des rapports pour le ministère de la Transition écologique sur comment les entreprises reportent sur leurs impacts extra-financiers, sur l'extra-financier. Et on s'est aperçu que les entreprises étaient complètement démunies pour montrer la création de valeur qu'elles avaient, qu'elles soient économiques, environnementales, sur leur territoire. Donc, on a décidé de s'atteler au sujet et on a commencé par une petite enquête pour voir comment les entreprises qui étaient ancrées localement, et là aussi Arthur, ça correspond à certains de vos propos, réagissaient et on s'est aperçu elles adressaient mieux le marché local évidemment, mais elles avaient évidemment aussi une image de marque, une réputation positive, mais surtout que ça favorisait le maintien des activités sur le long terme en créant une relation de confiance et de coopération avec le tissu d'acteurs présents. Et évidemment, on va développer les capacités d'innovation et on pourra coproduire des valeurs communes, des ressources communes. Donc, nous avons 4 axes sur cet indicateur et il est en open source, vous pouvez aller sur notre site. On va travailler sur les stratégies d'innovation de marché. On va regarder l'ancrage social et économique, la coproduction de ressources communes et la gouvernance. L'écologie industrielle et territoriale que j'ai citée tout à l'heure, on est bien sur de la coproduction de ressources communes. Le but du jeu, c'est de passer d'un ancrage passif où l'entreprise est là, posée historiquement, à un ancrage qu'on appelle interdépendant, c'est-à-dire que l'entreprise, elle est plus qu'un contributeur, elle est un acteur collectif dans un territoire qui devient un espace de projet. Voilà sur l'ancrage local. Et là, moi, j'aimerais bien rebondir sur Pierre. Vous en avez parlé, vous ne faites pas que de la biodiversité. Dans les sanctuaires, vous essayez de faire de l'ancrage territorial. Comment vous avez pu procéder pour créer des liens avec tous les acteurs du territoire? Quels sont les freins que vous avez rencontrés? Par rapport à ça, il y a un premier élément qui est capital, qui est de collaborer et au sens où on a autant à prendre d'eux, dont ils sont garants de ce patrimoine-là, que nous avons à apporter. Donc il y a une erreur qui a été faite pendant longtemps par beaucoup d'ONG, de dire on va vous expliquer comment il faut faire. Et on va vous expliquer de nouveaux modèles qui vont substituer à ce que vous pratiquez depuis des siècles. Donc je pense qu'il ne faut pas tomber dans ces travers-là parce que au contact de ces gens-là, on s'aperçoit que même si les cultures sont différentes, on a effectivement autant à apprendre qu'à apporter. Et donc c'est un échange et ça c'est capital. Dans cette logique-là, et on le voit bien sur le terrain, on travaille les cartographies avec eux, les lieux où il y a de la déforestation, on essaie de travailler ensemble et on apprend énormément. Les notions sont pas les mêmes, c'est pas toujours forcément trivial. Il y a eu des rapports de scientifiques assez étonnants sur la définition même d'une forêt qui avait rien à voir. Pour une population, certaines populations africaines et nous-mêmes. On avait une approche très scientifique en disant c'est quelque chose qui est recouvert de 30% de canopée. Pour eux, ça n'avait rien à voir. C'était un statut de la terre, point, même s'il n'y avait pas d'arbres. Bref. Donc, ça, c'est le point qui est important. Après, comment est-ce qu'on essaie de faire? On essaie déjà de pouvoir substituer une économie qui est une économie de subsistance à une économie beaucoup plus durable. C'est clé. On ne peut pas et ça prend du temps. Malheureusement, ça prend du temps. Je sais qu'on n'en a pas. Le vrai débat, il est là, c'est qu'on n'a pas forcément le temps. Bon, cela dit, effectivement, aujourd'hui, ce qui fait souffrir l'environnement local, c'est que on est c'est quelque chose de subsistance. On a besoin de manger et on va couper des arbres pour le servir ou pour faire du charbon. On se pose pas la question de est-ce que je fais ça pendant 2 ans? Non, je fais ça pour pouvoir manger ce soir. Bon, et donc là, effectivement, la logique est de pouvoir apporter des choses et pouvoir apporter et souvent avec un peu de moyens, parce qu'il faut des moyens pour pouvoir voir un petit peu plus loin. Et donc de créer un petit peu d'agriculture, de pouvoir aider des gens à monter leurs petites affaires. C'est demain probablement amener aussi des jobs digitaux. C'est différentes choses comme ça. Et donc c'est de faciliter ces éléments-là. Il y a aussi un rapport à l'éducation. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants ne vont pas à l'école ou de jeunes filles ne vont pas à l'école. Pour le cas des jeunes filles,
souvent pour des problèmes sanitaires, par exemple, c'est aussi bête que ça, mais il faut y répondre. Donc on est là pour ça. Et puis parce que c'est des bras en moins pour pouvoir faire de l'agriculture. Et donc ça, effectivement, faut injecter un petit peu de moyens parce que cette éducation est absolument fondamentale. Donc l'objet, c'est toujours de faire quelque chose en collaboration étroite, en prenant bien entendu en compte la connaissance locale de leur terre, de leur la culture locale, et de pouvoir mettre en place un système qui est effectivement très territorial, qui prend compte de ce qu'ils ont aujourd'hui sur la main, pour pouvoir finalement construire quelque chose qui sera beaucoup plus durable, et donc qui permet à côté de ça de pouvoir les engager à préserver. Et on trouve un bon équilibre, et on arrive sur certaines zones à le faire, et à le faire très bien. Voilà. Il y a plein de choses trappes à côté, je ne vais pas vous dire le contraire. Il faut faire très attention, on est sur des systèmes des systèmes qui sont complexes. Je crois beaucoup plus à quelque chose qui se fait un peu dans le temps que des Big Bang. On a vu des tas de cas de figure où il y a, on va monter une grosse usine pour faire du manioc, et puis on fait monter les prix et les gens peuvent plus se nourrir parce que le manioc est devenu trop cher. On a vu des tas de problèmes qui sont liés à une mauvaise analyse d'une situation locale. Donc, il faut faire très attention. On sait que si on apporte trop à un moment donné, en disant je vais mettre de l'eau, je vais mettre de l'électricité, je vais mettre tout un tas de choses, j'apporte ça. Le village qui faisait 300 habitants, 2 ans après, il en fait 6000. Et on n'a pas forcément résolu le problème. Donc, c'est quelque chose qui se travaille et qui nécessite une bonne connaissance locale, et d'arriver à finalement se faire joindre des valeurs différentes, et on y arrive. Une autre question que je voulais vous poser, Pierre, c'est qu'on l'a vu, on a parlé de biodiversité depuis le début et de la perte de cette biodiversité. La première entreprise, c'est la nature. Sans elle, les autres ne peuvent pas exister. Pour les populations locales, pour des raisons de subsistance, c'est pas acquis. Comment vous arrivez à les acculturer facilement à la richesse justement de leur biodiversité, à l'utilité sur le long terme qu'elle peut avoir? C'est difficile de répondre parce que chaque territoire a sa propre culture. On trouve des cultures extrêmement différentes, et que on va voir effectivement des peuples qui ont déjà une conscience très forte de leur patrimoine. Et beaucoup ont cette conscience qu'ils ont ce patrimoine à protéger, et finalement, le travail est déjà fait. Et puis, lorsque notamment le contexte économique est moins favorable, effectivement, c'est quelque chose qui peut passer en deuxième lieu. Mais je pense que, d'une manière générale, il y a cette conscience. Ce qui manque, c'est souvent les moyens pour faire autrement. Voilà. Je voulais revenir, si j'en ai l'occasion, sur ce qu'on évoquait un petit peu tout à l'heure, et qui, moi, me semble assez fondamental, et je ne parle pas seulement de l'Afrique. On est tous des ingénieurs, on aime bien faire des équations et résoudre des équations. Moi, je pense qu'il y a quand même un problème fondamental, qui est un problème de valeur. Depuis maintenant quelques générations, on nous inculque à peu près la même chose lorsqu'on va à l'école, c'est que finalement notre propre bien-être est lié à la croissance qu'on va être capable de générer, et donc les bons élèves sont ceux qui vont pouvoir produire beaucoup, et puis ils seront heureux, parce qu'ils pourront s'acheter un écran plasma plus grand, ce qui contribuera à leur bonheur. Aujourd'hui, le problème, que je vois, c'est que on continue dans cette voie-là, et qu'on nous apprend toujours un peu la même chose à l'école. Et donc, je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut radicalement changer. J'entendais, je crois que c'était le commandant Cousteau, raconter quelque chose un peu dans ce goût-là il y a quelques années maintenant, dans les années 70, où effectivement, je pense qu'il y a 3 générations de ça, le boulanger, il était finalement son bien-être
se suffisait parce que voilà, dans sa communauté, il faisait du bon pain et qu'il était bien considéré et avait beaucoup d'amis. Aujourd'hui, notre société le considère, s'il roule en 4x4 et qu'il a une maison à l'île de Ré. En tout cas, c'est comme ça que lui va le percevoir. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à changer d'un point de vue éducatif, ceci aussi bien ici qu'ailleurs. Et puis, il y a ce qu'on évoquait un petit peu également tout à l'heure, c'est que on s'est mis, on s'est détaché finalement du règne animal. Hein, c'est notre propre fait. C'est un peu la religion, c'est un peu qui a fait que voilà, on parle des animaux, mais nous sommes des animaux. On partage les 98,7% de nos gènes avec les chimpanzés. La seule chose qui nous distingue quelque part, c'est que voilà, on a peut-être une intelligence, en tout cas une forme d'intelligence qui est supérieure. Mais on s'est arrogé des droits par rapport à ça et on s'est mis au-dessus de la pyramide, pas dans la pyramide, mais au-dessus. Et donc aujourd'hui, il y a quand même une vraie prise de conscience. Et je pense que le Covid même si avec toutes les problèmes que ça aura créé, ça aura au moins permis de prendre conscience de quelque chose, c'est que notre capacité à gérer et à être au-dessus du vivant duquel on fait partie, finalement, on le gère pas bien. On le gère même très mal et on fait partie d'un tout et il faut qu'on reprenne cette considération qu'on fait bien partie d'un tout et qu'on a besoin on ne peut pas survivre par nous-mêmes en maîtrisant le reste. C'est quelque chose qui est assez fondamental et qui de l'ordre je pense, de l'éducation et qui est quand même un point assez clé qu'il faut vraiment toucher et qui est essentiel au-delà de vision plus économique des choses où là, effectivement, il y a plein de choses également à faire. Alors c'est vrai que l'acculturation et l'éducation, c'est fondamental, mais le problème qu'on a pour avoir travaillé sur ce sujet dans un groupe de travail en tant qu'ambassadrice, et là c'était l'économie circulaire et sur faire évoluer la formation continue initiale avec des fiches métiers, c'est que c'était le ministère de la Transition écologique qui s'occupait du sujet. Or ces compétences s'arrêtent là où commencent les compétences du ministère, voire du travail, voire de l'éducation. Et tant qu'en France on ne sort pas des silos et qu'on ne fait pas du transministériel, ça fait des années que j'entends qu'il faut éduquer, acculturer, mais on se heurtera à ce problème. C'est-à-dire qu'il va falloir impliquer d'autres personnes que celles qui sont pour l'instant porteuses de ce message. Je pense que sinon on n'arrivera pas à agir un peu plus loin. Il faut quand même savoir qu'en France, les nouveaux programmes font en sorte que les sciences naturelles peuvent ne plus être enseignées à partir de la première. Hein. Donc on a quand même régressé plutôt qu'avancé sur ce sujet-là. On vient d'aborder les questions d'éducation qui effectivement permettent de prendre un virage important d'un point de vue culturel dans la durée. Il y a aussi un autre sujet qui émerge depuis une dizaine d'années et qui s'amplifie. On entend de plus en plus parler de la comptabilité intégrée et des indicateurs extra-financiers dont le but est de mesurer de manière chiffrée la création comme la destruction de valeur sur le plan environnemental et social de toute activité économique pour faire remonter ces chiffres directement dans le plan comptable. Donc là, on est sur un changement culturel des acteurs économiques. Et c'est un sujet complexe auquel les entreprises, malgré tout, doivent se préparer. Comment, chez Auré, Nathalie, vous traitez, vous abordez ce sujet aujourd'hui ? Oui, alors clairement, nous avons fait le constat depuis plusieurs années parce qu'on a fait une thèse justement sur la biodiversité et la comptabilité. Et puis, nous avons aussi lancé un groupe de travail en 2018 sur le reporting intégré, la comptabilité intégrée, qu'il faut absolument faire converger l'extra-financier et le financier. Il faut que dans une entreprise, un directeur financier puisse parler avec le directeur de la RSE. Et pour l'instant, on est toujours dans les silos. Donc, on vient de relancer ce groupe de travail là avec deux grands réseaux qui s'appellent l'ORS et C3D. Et on va présenter les différentes méthodes comptables extra-financières. On va continuer là par la méthode CARE qui est assez connue en France, en conviant des experts, des entreprises qui ont mis en œuvre pour regarder et challenger ces modèles-là.
On continue aussi sur ce sujet en parlant de déclaration de performance intégrée. Une tribune dans le monde a été signée par la présidente Dorée Patricia Savin en lien avec WWF, l'Ordre des experts comptables et beaucoup d'autres entreprises qui l'ont signée. Parce que les entreprises d'une certaine taille en France, quand elles font du reporting extra-financier, elles ont une obligation dans le cadre de ce qu'on appelle la DPEF, la déclaration de performance extra-financière. Mais il faut la faire évoluer en y intégrant des critères financiers objectivés, sinon ça ne veut rien dire, et notamment la notion de coût environnemental comptable. Alors, qu'est-ce que c'est que ce coût environnemental? C'est de pouvoir mettre en avant dans le reporting extra-financier les dépenses environnementales, donc on connaît tous, la fonction première c'est prévenir, réduire ou réparer les dommages, aux dépenses pour la transition écologique. La transition écologique dont Pierre a parlé, c'est-à-dire dépenses visant une évolution écologique du modèle d'affaires de l'entreprise. Voilà, donc c'est des sujets sur lesquels on est assez présent, qui sont pas simples, mais qu'il faut aborder et qui sont assez importants. D'ailleurs, Pierre, je crois que vous avez un parcours dans le monde de la finance. Comment vous pensez que ce monde-là va se saisir de ces évolutions, de ces systèmes comptables et de ces prises en compte des ressources immatérielles? Dans un premier temps, je pense qu'ils vont s'en saisir et ils s'en saisissent déjà sans changer les modèles, mais créer de nouveaux supports d'investissement. Donc, on voit effectivement des fonds green, on voit des obligations vertes, on voit plein de choses se créer avec derrière des chartes qui se créent. Donc, on commence déjà à intégrer au niveau dans le monde de la finance le besoin de proposer aux clients des investissements qui soient plus durables. Donc, il y a une vraie prise de conscience. Après, on a effectivement une difficulté à contrôler, mesurer réellement, etc. Donc, je pense que il y a plein d'indicateurs, il y a plein de choses qui manquent encore aujourd'hui. Il y a le fait que ça doit aller, à mon sens, vers quelque chose qui est de l'ordre du zéro impact avant tout, plutôt que de faire des voilà, de dire je pollue mais je compense, ou je fais du mal et je compense. Bon, il faut à un moment donné qu'on rentre vers ces objectifs-là de manière très claire. Voilà. Et puis la deuxième chose, et je pense que ça sera une bonne chose, je pense qu'il n'y a pas de véhicule aujourd'hui, en tout cas j'en connais pas, où il y a un véritable consensus de la part à la fois des grands noms d'environnement, des établissements financiers, même des entreprises. Et à un moment donné, je pense qu'il sera bon. Pour l'instant, il y a une prudence engagée par tous les côtés parce que ce sont des mondes qui ne se côtoient pas trop. Mais voilà, il faut que tout le monde arrive à trouver des solutions ensemble. Et ça, c'est compliqué. Je peux réagir là-dessus. J'allais justement vous demander votre avis. Ce que je vois, moi, c'est qu'il y a des changements qui s'opèrent dans les intentions. Le problème, c'est qu'il y a un monde entre les intentions et, d'une part, la faisabilité des choses. Donc, déjà, il y a un problème de compréhension. Les gens ne comprennent pas la nature profondément systémique du problème. Ils n'ont pas regardé mes conférences, hein, qu'est-ce que vous voulez. Et puis, accessoirement, une fois qu'ils n'ont pas compris la nature du problème, ils ne comprennent pas la nature des solutions qui sont à mettre en œuvre. Et une fois de plus, 9 fois sur 10, ils ne s'attaquent qu'aux symptômes, jamais aux causes racines. Et quand ils s'attaquent aux symptômes, 9 fois sur 10, ils le font en imaginant qu'on va pouvoir le faire par la technologie. Et 9 fois sur 10, ils considèrent qu'en plus, on va le faire tout en croissant économiquement parce que c'est la condition. Et oui, il faut croître pour dégager de l'argent, pour faire des investissements dans des nouvelles technologies qui vont résoudre les problèmes. Tout ça, ce sont des mystiques. Il n'y a pas une seule chose qui tient la route. Ponctuellement, sur des petits points par-ci par-là, on peut effectivement régler un problème de nature avec une solution purement technologique. Souvent, on ne maîtrise pas. C'est-à-dire, on ne maîtrise pas quand il y a des effets rebonds, quand il y a des effets de bord qu'on n'a pas perçus. On résout un problème, on en crée d'autres derrière. Bon. Des fois, ça marche, mais c'est toujours les symptômes qu'on attaque. Donc, on se gargarise de notre intelligence de manière un peu trop puérile, une espèce de triomphalisme puéril.
on pense que l'intelligence humaine, qui est réelle, mais qui n'est pas non plus universelle, attention, il y a beaucoup de cons, hein, on pense que l'intelligence va nous permettre de résoudre les problèmes. Mais l'intelligence ne permet pas d'y voir clair. L'intelligence ne permet pas de savoir ce qu'il faudrait, même qu'il faut faire. L'intelligence, surtout, elle est utilisée par les gens pour justifier, de manière intelligente, ce qu'ils ont envie de croire. Voilà à quoi sert l'intelligence. Justifier les récits qu'on se raconte, qui sont pour la plupart irrationnels, hors sol. Voilà. Alors donc, dans la finance, moi j'ai suivi de loin un petit peu ce qui s'y passe, et je vois qu'il y a un changement dans les intentions. Dans l'entreprise, il y a un changement loin d'être suffisant, loin d'être assez radical, mais il y en a un dans les intentions. Et derrière, une fois que l'intention a changé, les solutions qui sont invoquées ne sont pas les bonnes. Et quand elles fonctionnent, ce qui est rare, elles ne s'attaquent qu'aux conséquences. Voilà le problème. Ce que tout à l'heure j'ai évoqué, et puis ce qu'a dit très bien Pierre juste avant, je pense que c'est absolument majeur. C'est une question de valeur avant tout. Il y a une question de valeur, une question culturelle, mais elle est aussi philosophique, quelque part, voire anthropologique. Mais en tout cas, il y a véritablement, effectivement, une question de principe, de fonctionnement et d'interaction au sein du système dans lequel on vit. C'est quoi nos priorités, c'est quoi. Et comme une fois de plus, je pense qu'il va être très difficile de changer profondément, jusque dans l'ADN, les valeurs du système dans lequel on vit. Parce que si on change de valeur, le système s'effondre. Si notamment on considère que finalement Bob Kennedy avait raison lorsqu'il disait que le PIB ça mesure tout sauf ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue, ah ben ouais, finalement il a raison, bon ben on arrête notre obsession de la croissance économique, le système s'effondre, puisqu'il ne peut pas continuer à rester sur place, même pas sans croissance perpétuelle. Il a été conçu pour ça. Enfin, au final, il a évolué et par cliquet, il s'est lui-même piégé dans une impasse où il a besoin de croissance pour continuer à évoluer. Donc, ce système-là, si jamais on se mettait à faire ce qu'il faut, à diminuer les flux d'énergie et de matière, on ne saura pas le faire sans diminuer l'économie, la taille de l'économie. Et ça, en tant que tel, ça obère tout, ça obère l'avenir. Si on n'a plus confiance dans le fait que demain sera plus grand, davantage qu'aujourd'hui, eh ben, on n'investit plus, on ne prête plus. La notion même, l'idée même de crédit s'effondre, la dette, etc. Donc, parce qu'il y a des verrouillages partout qui sont systémiques, qui sont culturels, qui sont au niveau des valeurs, qui sont au niveau également évidemment des intérêts de ce système qui s'organisent pour le verrouiller, de toute manière, c'est très compliqué. Donc, tout ce qu'on peut faire, à mon sens, je le répète, c'est de faire en sorte qu'à un certain nombre d'égards, on agisse sur certaines causes et on rende le système le moins mauvais possible pour nous laisser le temps d'organiser un contre-système à côté basé sur des nouvelles valeurs. Il faut revenir à la base. Il ne s'agit pas juste de revoir la manière dont on produit, mais bien la manière dont on consomme et au-delà de ça, la manière dont on est au monde. Voilà notre manière d'être au monde. C'est un grand projet qui peut-être justifierait une forme de mobilisation à la fois des penseurs, mais également de toute la société en mode Auré, où on mettrait un peu différents types d'acteurs autour de la table. Tout ça reste à inventer, mais on relancerait une forme d'effervescence qu'il y a eu pendant les Lumières. Il y a eu beaucoup de choses intéressantes pendant les Lumières, mais là, il faudrait largement dépasser ce cadre, et notamment, il est temps, clairement, de dépasser le cadre de l'anthropocentrisme pur et dur. Et là encore, je ne dis pas ça par militantisme ou par conviction personnelle, je dis ça de mon point de vue de spécialiste de la résilience. Tant qu'on n'aura pas changé nos modalités d'interaction avec la nature, avec ses ressources, avec le reste du vivant, tant qu'on ne sera pas sorti d'une logique pure d'exploitation, alors on conduira nécessairement à des déséquilibres et à des effondrements écologiques qui, par contre-coup, seront des effondrements économiques et sociétaux. Donc, à la base, il faut véritablement repenser complètement comment on se voit par rapport au vivant. Ce n'est pas une cerise sur le gâteau. Ce n'est pas le petit plus qui ferait que ce serait encore mieux. Non, c'est bien, à mon sens, une des conditions de faisabilité de tout le reste. Bien, ça sera le mot de la fin. L'émission arrive à son terme. Nathalie, Arthur et Pierre, un grand merci pour votre participation.
Merci. Et restez Merci. connectés, puisqu'on poursuivra les échanges avec les internautes juste après cette émission. Merci à vous. Merci.